Poser la question de ce que le confinement numérique fait vivre au théâtre, dans cette période un peu étrange dans laquelle les théâtres sont fermés, en ce moment un peu en suspens, où les institutions culturelles sont presque à l'arrêt. Donc c'est une question évidemment qui est importante et qui est particulièrement vivace en ce moment, on va parler des effets du confinement et de la fermeture prolongée des lieux dédiés aux arts de la scène sur la création artistique et sur la médiation. Et on va interroger aussi ce qu'on peut appeler la domestication de nos pratiques culturelles et ses implications pour notre expérience sensible. Pour évoquer ces questions, on aura dans un premier temps une discussion à 4 voix entre artistes et chercheuses. Puis dans un deuxième temps, il y aura 2 communications. Et bien entendu, à la fin du panel, on aura un temps réservé aux questions pour qu'on puisse échanger un peu plus largement. Donc on va commencer tout de suite parce que le programme est très chargé avec cet échange entre artistes et chercheuses, donc avec Marion Sieffert, qui est autrice, metteuse en scène et performeuse, qui a récemment conçu et mis en scène le spectacle Jeanne d'Arc. Florence Minder, qui est autrice, actrice et metteuse en scène, et qui a notamment écrit et mis en scène Faire quelque chose, c'est le faire, non. Elles échangeront avec Sophie Géel et avec Julie Péguigny, qui sont toutes deux maîtres de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 8 et chercheuses au CEMTI. Je vous laisse tout de suite la parole pour cet échange d'à peu près 25 minutes. Merci beaucoup, Maxime. Alors, je dois excuser Julie, qui en fait, pour des raisons de santé, Julie est enceinte et pour des raisons de santé, très malheureusement, elle vous prie de l'excuser. Elle ne peut pas participer à notre table ronde et le regrette, comme vous pouvez l'imaginer. Chère Florence Minder, chère Marion Sieffert, voilà, nous vous avons invité pour des raisons un petit peu différentes, mais qui finalement peuvent se regrouper. Florence était donc notre invitée l'an dernier avec Marielle Pinsard et elle nous avait présenté son précédent spectacle, saison 1, portant sur notre rapport, pathologique ou non, à la fiction sérielle. Comment, donc, autour de la question de savoir comment figurer, quelle représentation donner à l'addiction, je dirais, volontaire aux séries et à nos migrations intérieures à travers leurs drames et leurs personnages. Et cette année, nous voulions l'entendre nous présenter son nouveau spectacle qui parle de faire à l'heure où nos fers sont muets en simulacre de fer. Et évidemment, et très très malheureusement, je n'ai pas pu voir ton spectacle puisque, à cause des multiples annulations et confinements, les séances ont été annulées. Donc, je n'ai pu en avoir écho que dans les dossiers de presse. Évidemment, ça n'est que partie remise. Marion Sieffert, nous sommes vraiment ravis de pouvoir échanger avec vous, puisque les corps, les réseaux sociaux numériques, ces thèmes résonnent sur toutes les lèvres avec le sujet de votre spectacle Jeanne d'Arc et sa diffusion en live sur Instagram. Si vous me permettez de faire un lien entre vous deux, en tant qu'autrice, ce serait la place que vous donnez aux identités féminines. La question du genre préoccupe aussi Florence Minder. Des identités bouleversées dans le cas de Jeanne d'Arc, à la fois en tant que personnage adolescent, mais aussi en tant que, comme beaucoup d'adolescents, elle entame très tôt sa carrière sociale et l'exposition de son identité sociale est sexuée sur les écrans des réseaux sociaux numériques. Ce qui peut vous rapprocher aussi, c'est le regard qui héroïse ces identités, ces individualités féminines, malgré ou avec la dimension parfois dérisoire et d'autodérision qui prend à la fois très au sérieux donc ces héroïnes féminines, parfois jusque dans leur folie, leur côté déjanté et l'authenticité aussi de la manière dont elles révèlent leur intimité.
Ce que je vous propose, c'est de présenter chacune un petit peu donc, vos spectacles et vos rapports donc, à ces questions de l'identité et des réseaux sociaux. Et puis, dans un deuxième temps, nous reviendrons sur le problème du confinement. Florence Minder, dans ton spectacle, donc tu interroges le lien, me semble-t-il, entre la forme esthétique et la préoccupation sociale ou politique de la situation actuelle de nos sociétés, prise entre une extrême individualisation et une grande interdépendance. Et donc, tu dis travailler sur la pluralité et la synchronicité, j'ai repris tes termes, et ce sont des termes qui sont assez abstraits et qui te permettent de construire un espace et une esthétique nouvelle et personnelle qui vient parler de nos décentrements. Mais je vais te laisser la parole. Tu en parleras beaucoup mieux que moi. Bonjour à tous, merci de cette invitation. Je vais essayer de directement aller dans le cœur de la chose. Donc en fait, j'ai créé ce spectacle, donc faire quelque chose, c'est le faire, non, comme une espèce de réflexion autour de la capacité d'action, quoi. Où est-ce qu'on plaçait la capacité d'action au sein de la société et comment elle nous est, entre guillemets, permise. Et donc, en termes de forme, j'ai choisi la forme chorale, qui est plutôt une forme cinématographique à la base, dans laquelle il y a des successions d'univers, et puis c'est la globalité du récit qui va révéler le sens global. Alors évidemment, cette question de la forme du récit choral au théâtre, puisque moi je suis dans une forme très classique sur une scène de théâtre avec un public. Cette forme chorale posait question évidemment pour éviter d'avoir une forme de succession de monologues et comment cette chose-là pouvait aussi révéler une forme d'interdépendance justement du récit de tous les personnages. Voilà, ça répondait effectivement, Sophie, tu le pointes, au fait que depuis quelques années au sein de ma compagnie, j'essaie de développer des outils critiques sur la fragmentation des récits et pas des récits, la fragmentation culturelle, donc ce que j'appelle l'espèce de algorithmisation de la société dans laquelle on est dans des bulles. Évidemment, le confinement est une forme performative de cet isolement, puisque nous sommes dans des bulles a priori, enfin nous ici en Belgique, puisque je suis basée à Bruxelles, nous sommes dans des bulles dans lesquelles nous ne serions moi je ne les respecte pas, mais enfin on est censé être que dans des bulles de gens que nous connaissons déjà, avec lesquels nous collaborons déjà, et dans lesquels aucune friction n'est possible en fait, véritablement. Et donc j'ai essayé de créer un univers et des personnages venant d'échelles sociales différentes. Je crois qu'il y a 4 langues qui sont au plateau avec des traductions continues. Donc une manière un petit peu de donner à voir différentes perspectives et places au sein de la société, comment ces places évidemment ne génèrent pas les mêmes capacités forcément d'action. Voilà, je m'arrêtais peut-être là pour la présentation. Merci. Marion Sieffert, vous avez réussi à vaincre ou à contourner le confinement par le fait même d'intégrer dans votre spectacle les réseaux sociaux. Vous avez écrit Jeanne d'Arc et mis en scène donc Jeanne d'Arc, interprétée par la performeuse Elena de Lorens. Et vous vous intéressez beaucoup aussi aux situations de l'enfance. Est-ce que dans vos différents et précédents spectacles, est-ce que vous pensez que l'enfance est une période, ou l'adolescence, ou la grande enfance, comme vous dites parfois aussi, est une période
particulièrement propice à réfléchir justement sur la construction de nos subjectivités du fait de leur forte médiatisation par les réseaux sociaux notamment. Compliqué de répondre à cette question. Peut-être déjà préciser qu'en fait, cette pièce, j'en ai eu l'idée. En fait, j'ai pas pensé à la mettre sur les réseaux sociaux à cause de la situation qu'on vit actuellement, mais bien en amont, en fait. J'ai eu l'idée de cette pièce, c'était en septembre 2019, parce que justement, je voulais que cette pièce tourne autour d'un personnage d'adolescente, donc Jeanne, qui a 16 ans en 2020, donc le moment où on crée la pièce, et qui est interprétée par Elena. Et du coup, cette Jeanne, en pensant à ce personnage d'une fille de 16 ans, je me disais que c'était pas possible de pas représenter aussi le monde des réseaux sociaux, sur lequel, en fait, voilà, c'est une grande partie de la vie des gens a lieu là, et puis il s'y joue des choses fondamentales. Et ça m'intéressait aussi parce qu'à chaque fois que je fais une pièce, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir qu'est-ce qui s'y passe, de pouvoir appréhender des univers que je ne connais pas forcément. Et là, du coup, j'étais assez attirée par ce qui pouvait se passer sur les réseaux quand on a 16 ans. Qu'est-ce qu'on y fait, comment on parle, etc. Et du coup, j'ai commencé à regarder pas mal de lives, à m'enseigner sur toute cette forme de sociabilité qui est à la fois hyper en fait assez génial, puisqu'on peut rencontrer plein de gens et qu'on peut tester plein de choses en direct, et en même temps assez cruel, quoi, parce que ça se retourne très vite, et puis il y a du harcèlement, et puis il y a tout ça. Du coup, la pièce, c'est vraiment l'histoire d'une fille qui a 16 ans, qui s'appelle Jeanne, et qui se fait harceler, on lui reproche sa virginité, etc. Et elle décide de faire un live sur les réseaux. Alors du coup, c'est vrai que moi aussi, ce qui m'intéressait, c'était la forme. C'était de me dire, ça, c'est quelque chose qui n'est jamais représenté au théâtre, ou très peu représenté au théâtre, les réseaux sociaux, ou sinon toujours d'un point de vue un peu surplombant ou d'un point de vue critique. Et moi, j'aime bien, en fait, m'en servir comme, rentrer dedans, quoi, l'utiliser, en faire un usage, et pour que toutes les questions, elles s'y posent. Pour que ce soit complexe, pour qu'on soit face à ces contradictions-là. Et du coup, voilà. Du coup, ça m'intéressait aussi de me dire que le spectateur de théâtre allait être confronté, en fait, à cet autre public qui réagit sur les réseaux, et puis qui réagit aussi d'une manière très différente, parce qu'il peut s'exprimer via commentaires, et il n'est pas timide. Et du coup, il y a tout un truc un peu impoli, impudique, gênant, sauvage, ou parfois très ludique, qui s'exprime via les commentaires, puisque les gens peuvent réagir en live et commenter directement pendant la performance, et ça s'affiche sur la scène de théâtre. Donc il y a ces deux publics-là qui se font face, et ça me plaît, parce que ça me plaisait aussi de relativiser le point de vue du spectateur de théâtre, qui se pense toujours comme étant du côté du bon goût, comme étant du côté du savoir. Et là, il y a cet autre public-là qui maîtrise, en fait, un réseau, qui a des codes que les personnes qui sont assises au théâtre ne maîtrisent pas forcément. Et du coup, c'est toute cette espèce de... Enfin, voilà, c'est cette rencontre de points de vue différents qui, moi, m'intéressait. Après, pour revenir à la question de l'enfance, de l'adolescence, etc., c'est un peu compliqué, je ne sais pas pourquoi. En fait, ce n'est pas un truc que je me dis en commençant les pièces. Ah, j'ai envie que ça parle de l'enfance, de l'adolescence. Là, c'était Jeanne d'Arc avec Elena. Elena de Laurence, elle a 30 ans. Et en fait, voilà, c'est juste le personnage de Jeanne d'Arc, la Jeanne d'Arc historique, qui, en fait, elle la période où elle est connue, c'est entre ses 16 et 19 ans. Donc, en fait, c'est quelqu'un de très jeune. Et du coup, voilà, c'est elle qui m'a amenée là, et puis qui m'a amenée du coup à moi, à mes souvenirs de cette période-là. Et je pense qu'en fait, ce qui est intéressant dans l'enfance et dans l'adolescence, c'est que c'est des moments c'est des moments de transition, c'est des moments où on est vraiment... Moi, c'est ça qui me touche, en fait, quand je regarde des gens de cet âge-là et quand je les rencontre, et c'est pour ça que j'aime beaucoup les côtoyer, c'est que tout est question. Et donc,
Et puis voilà, je m'aperçois aussi que chez moi, c'est des périodes qui sont très vivaces, où les émotions sont comme intactes. Et donc, voilà, quand je crée une pièce, j'aime aller aux endroits où les émotions sont les plus tranchantes. Du coup, je pense que c'est pour ça que j'y vais. Par contre, Sophie, on ne vous entend pas parce qu'il n'y a pas le micro. Oui, merci. L'usage que vous faites donc du réseau, des réseaux dans votre pièce a donc plusieurs, plusieurs vertus, je dirais. Cette vertu conflictuelle là, que vous révélez, à laquelle je n'avais pas forcément pensé, de mettre face à face deux types de publics. J'ai vu dans certains commentaires de presse que parfois d'ailleurs des spectateurs, non, même c'est en direct, j'ai vu ça sur un commentaire sur Instagram, un commentaire disant que finalement il était déçu parce que il avait l'impression d'être pas assez pris au sérieux justement dans l'enceinte du théâtre. Donc il avait eu la chance lui de pouvoir y aller. Et puis c'est aussi la manière très intéressante dans la mise en scène. Hein. Ce matin, Ervina Kotoloshi évoquait toute une série, nous a construit une sorte de typologie des formes de parcellisation de la présence et a montré d'ailleurs quelques images, captures d'écran de votre spectacle, mettant en évidence le fait que le réseau social vienne dans le théâtre, ça permettait de travailler ou de conscientiser, si vous voulez, ces formes difficiles ces formes de présence qui sont assez difficiles à analyser en fait, et qui sont celles des usagers sur les réseaux sociaux. Est-ce que l'expérience de cette mise en scène vous a... Voilà, comment vous avez travaillé ça, cette figuration, encore une fois, hein, de ces dimensions de présence et intensité aussi de présence sur les réseaux sociaux? En fait, comment ça se travaille, c'est que ça se travaille En fait, il ne fallait pas avoir peur, parce que c'est vrai que la pièce, elle posait différentes questions. À partir du moment où j'ai dit, voilà, la pièce, c'est un même objet, mais où il y a comme des points de vue très différents possibles sur la pièce, et personne jamais n'a accès à un point de vue total. Donc, quand on est au théâtre, on a cette distance-là vis-à-vis des réseaux sociaux. Donc, on peut aussi regarder les choses à distance. On voit aussi la comédienne qui est face à son téléphone et qui manipule son téléphone. On voit comment elle le fait, un peu comme une marionnettiste qui manipulerait ses poupées à vue. Et en même temps, on voit sur deux écrans de part et d'autre de la scène ce qu'elle filme et les commentaires des Instagrammeurs. Et en même temps, on ne peut pas commenter, donc on a une distance, on voit les choses à distance. Quand on est chez soi face à Instagram, on n'a pas accès à tout cet hors-champ de la scène théâtrale, mais on a le nez collé dans son écran, on est aspiré. Enfin, en tout cas, ce que j'ai entendu, les retours que j'ai eus des différents spectateurs et spectatrices, c'est que en fait, il y a quelque chose d'hyper intense. On est pris par la fiction, on est très pris par ce que le personnage raconte, par cette immédiateté, puisqu'elle s'adresse vraiment aux gens qui la regardent sur Instagram. Et du coup, il y a cette intensité-là de la fiction qui agit et qui opère vraiment. Et moi, c'est vrai que ce qui m'intéressait, c'était en fait, en créant la pièce, enfin, voilà, c'était de se dire, il faut que ça marche des deux endroits, il faut que ce soit intéressant des deux endroits. Et donc, ça a été en fait, pour travailler ça, il ne fallait pas avoir peur déjà qu'il y ait une représentation, une manière de voir qui soit gratuite et l'autre payante. Voilà. C'était aussi de dire, bon, tous les soirs, il y aura un live, on peut voir la pièce en live, mais ça va pas, faut pas avoir peur que ça déserte nos salles, puisqu'en fait, c'est une qualité d'expérience vraiment différente. Et puis, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Il fallait pas avoir peur non plus que ce soit ennuyeux, parce qu'en fait, c'était pas comment dire, c'est quand même c'est regarder une fille qui parle à son téléphone pendant 1h45. Donc, c'est assez radical quand même comme expérience quand on y pense. Et en même temps, il y a quelque chose de très populaire auquel je tiens, puisque
bah voilà, je sais pas, c'est la chose la plus banale aujourd'hui. Aller sur Instagram, regarder tout ce qui s'y passe, toutes les références, etc. Et du coup, fallait pas avoir peur de cette radicalité-là. Il fallait aussi prendre vraiment au sérieux le médium qu'on utilisait. C'est-à-dire, c'est un live. Un live, ça se gère. Un live, il faut tenir compte des messages, des commentaires. Il faut adopter une certaine temporalité. Il faut entretenir en fait ce lien à ses followers. Du coup, pour nous, c'était pas on singe un live, mais c'était vraiment ok. Ce live-là qu'on propose, qui est un live particulier parce que c'est une fiction, parce que c'est un spectacle aussi, on assume le côté spectaculaire, mais on assume aussi qu'il y a un live, qu'il peut y avoir des problèmes, des interférences, des accidents, qu'il faut interagir aussi avec les spectateurs et les spectatrices. Et ça, c'est vrai que c'est la chose peut-être la plus difficile pour l'actrice, puisqu'elle a en fait à faire quasiment 3 choses en même temps, quoi. Un taf habituel d'actrice, jouer, incarner son personnage, se filmer, et donc elle a tout un storyboard en fait qu'on a élaboré ensemble et qu'elle doit respecter, plus improviser et être capable en fait de réagir avec son personnage aux commentaires et aux interactions des gens. Donc en fait, c'est comme ça qu'on travaille sa présence, quoi. C'est en lui donnant c'est presque impossible à réaliser tout ce qu'elle doit réaliser en même temps. Du coup, ça donne une intensité assez particulière. Parfois, c'est plus ou moins réussi. Et puis sur scène aussi, pour la présence sur scène, je pense que c'est de voir cette tension avec le téléphone, le fait qu'elle doit tenir en fait ça, et puis de voir les positions de son corps. Bon, ça, c'est des choses plus qu'elle intensifie parce qu'elle c'est quelqu'un de très physique. Donc c'est comme ça qu'on a travaillé. Mais en fait, je dirais que ouais, c'était vraiment ne pas avoir peur de ce qu'on avait posé, quoi. De ce qu'on avait posé, de ce qu'on avait acté, et puis de toutes les questions que ça ouvrait, c'est-à-dire d'un côté le théâtre subventionné, de l'autre côté Instagram avec sa censure, ses règles, son côté ultra-capitaliste. Et parfois, oui, il y a des gens dans les commentaires qui disent « Attendez, il y a des gens qui ont payé pour voir ça ». Donc, en fait, il y a cette tension-là quoi, entre les différents types de spectateurs et de spectatrices. Et ça m'intéresse parce que du coup, ça pose aussi la question de nos usages culturels. Et en ce moment, tout est... Voilà, on est en plein dedans. Donc, ça permet au moins de mettre vraiment les pieds dans le plat. Florence, peut-être tu pourrais réagir sur, si on revient à cette question justement de la situation actuelle, de notre dépendance au numérique, etc. Comment tu vis en tant qu'autrice et directrice de compagnie, comment tu vis cette période de confinement? Est-ce que ça peut être d'une certaine façon inspirant? Est-ce que ça peut produire des nouvelles formes de création, une nouvelle esthétique, une prise de conscience? C'est une vaste question. De toute façon, je pense qu'il y a eu plusieurs phases en fait dans toute la chose que nous en Belgique, ça a commencé très violemment par un confinement très très strict en mars dernier, dans lequel on a été immobilisés complètement. C'est-à-dire qu'on n'avait même pas vraiment le droit de sortir de chez nous. Donc, je pense que chez nous, il y a vraiment une grosse phase de sidération en termes de situation. On ne savait plus du tout comment faire. On s'est dit, OK, mais ça va réouvrir à un moment donné et tout. Et puis, très prosaïquement, en fait, d'abord, la question, c'est la survie. Ça va être la survie financière. Ça, c'est la première chose. Alors, moi, j'ai de la chance. Je fais, entre guillemets, partie des privilégiés puisque je suis subventionnée de manière annuelle. Mais ce n'est pas du tout le cas de tout le monde. Et donc, déjà là, il y a toute une forme de dissension aussi au sein du milieu artistique. Tout le monde ne vit pas cette situation de la même manière. Tout le monde n'a pas les moyens de réagir de la même manière. Et puis, donc voilà, donc ça, je dirais, c'est quand même un aspect vraiment important de la crise actuelle, enfin, qui dure maintenant depuis, qui s'installe. Et donc, il y a eu ensuite, je dirais, une phase d'injonction. On a reçu les injonctions qu'il fallait tous qu'on passe au numérique. C'était l'unique et seule solution qu'on nous proposait, c'était de faire des captations ou d'imaginer des trucs sur les réseaux. Enfin,
moi j'ai reçu plein de mails de lieux qui me disaient mais tu veux pas faire un petit truc, mais envoie-nous juste des références, ce que tu lis en ce moment. Enfin, il y a eu comme ça tout un espèce de truc un peu auquel moi j'ai personnellement plutôt mal réagi. Et qui m'intéressait pas vraiment en fait. Voilà, ça m'intéresse. En fait, ça m'intéressait pas de passer plus de temps derrière l'écran, que déjà je n'étais forcée de le faire puisqu'il fallait que je communique par internet, enfin par l'écran. Enfin voilà, mon temps d'écran explosait et ça m'intéressait pas du tout. Donc je n'avais pas envie en plus dans mon travail artistique voilà. Seulement, je me suis très vite retrouvée confrontée au fait qu'il n'y avait pas vraiment d'autres options, enfin, il n'y avait pas vraiment de, comment dire, il n'y avait pas vraiment d'alternative. Ce qu'on peut relever, et je crois que ça a été aussi dit ce matin par Fabienne, Marion Juchat, je crois que c'est ça son nom, c'est la pauvreté en fait, la pauvreté de la réaction des institutions, la pauvreté de la possibilité en fait de faire des choses. Alors nous, bon, c'est aussi passé par des actions politiques, donc je me suis mise avec des amis à moi, on a essayé de faire des cartes blanches, des trucs comme ça, enfin tout un tas d'actions pour essayer de sensibiliser le politique au fait qu'il fallait qu'on puisse revenir dans les théâtres, retravailler. Enfin voilà, il y a eu toute cette période aussi qui a eu lieu l'an dernier, dans laquelle on a essayé de dire qu'on ne pouvait pas rester. Donc, c'était une période assez particulière parce que, par exemple, en termes de vocabulaire utilisé, nous, en Belgique, on nous parlait tout le temps du B2B et du B2C, donc les business to business et les business to client. Et donc, tout à coup, nous, en tant que secteur culturel, et même, je dirais même plutôt en tant que secteur d'art vivant, c'est-à-dire que moi, je ne représente pas le secteur culturel, mais en tant qu'artiste d'art vivant, tout à coup, je devais, moi, rentrer dans le vocabulaire politique utilisé et donc dire, ben moi, en fait, je suis un B2B, donc en fait, j'ai le droit de reprendre le travail. Enfin, et ça aussi, ça a créé tout un tas de dissensions, en fait, dans le milieu artistique, de gens qui disaient, mais c'est pas ça qu'il faut dire, on peut pas rentrer là-dedans. Enfin, et en fait, il y a eu des appels à fédération. Voilà, mais moi, par exemple, je me suis pas fédérée parce que je trouvais ça... Enfin, j'arrivais pas, en fait, en tant qu'artiste, à trouver ma place à l'intérieur de ces choses-là. Donc voilà, il y a vraiment eu plusieurs choses. Après, donc moi, j'avais entre guillemets de la chance parce que j'étais en fait dans un processus artistique puisque ma pièce devait être créée fin septembre, début octobre. Donc en fait, moi, j'ai jamais arrêté de travailler quelque part. Donc j'étais en écriture, puis après j'ai dû prendre tout un tas de décisions esthétiques avec des constructeurs, et puis finalement, on a eu la chance de créer, nous. On a bénéficié de la toute petite fenêtre qui a eu lieu en Belgique où les théâtres ont ouvert. Et donc on a joué 5 fois. Ça a été assez particulier. Et j'ai trouvé, enfin voilà, bon, c'est joué devant des salles masquées, il y a tout ce truc-là, évidemment, toute cette adaptation voilà, qui est intéressante en soi, bien sûr, mais en fait, après, il y a tout un tas de questionnements de production aussi qui suivent ces questions-là. Enfin, je vais être très prosaïque, hein, c'est pas très artistique ce dont je vous parle, mais malgré tout, en fait, ce sont les réalités dans lesquelles aussi nous sommes pris. C'est-à-dire que là maintenant, en termes de production, comment dire, maintenant tous les spectacles sont repoussés d'une année, mais en fait, l'entonnoir ne fait que se remplir des projets qui vont être repoussés, enfin voilà. Et donc du coup, chez nous en Belgique, il y a une forme de dégazage au niveau de la pression faite par les artistes sur le politique. Et donc, tout à coup, le média, la télévision nationale belge, a investi plus de presque 2 millions dans les captations. Et donc, tout à coup, la captation est devenue le nouveau truc qu'il fallait absolument faire. Et tout le monde s'est jeté dans le... Enfin, voilà. On a tous été... En fait, c'est même plus complexe que ça, parce qu'en fait, on nous a encouragés à y aller, parce que de cette manière-là, le système de financement était assuré pour les institutions. Donc, chez nous, on a un système fiscal qui s'appelle le tax shelter, et qui est en fait un des tout gros subventionneurs de le secteur théâtral, artistique et cinématographique de Belgique. Et donc, du coup, il se trouvait que pour que le tax shelter soit versé, il fallait qu'il y ait soi-disant des représentations. Et il y a eu des négociations faites entre le tax shelter et les médias pour faire que ces représentations, si elles avaient lieu sur un site de vidéo à la demande de cette télévision, alors le tax shelter était versé. Faisant fi de tout un tas de droits d'auteur, donc ça a aussi complexifié les choses parce que du coup,
moi, ce que je trouve problématique en tant qu'artiste d'art vivant qui n'a jamais pratiqué le numérique, c'est que comment dire, on me demande d'utiliser des outils que je ne maîtrise pas. Et quelque part, on me dit que la seule manière que j'ai d'exister, c'est d'aller sur ça. Donc moi, personnellement, je n'ai pas fait de captation. Enfin, sachant que là, on est en train de parler de captation, c'est encore autre chose que des outils numériques. Mais enfin bon, bref, on est pris quand même là-dedans, puisque malgré tout, c'est du théâtre en ligne. Et donc, je perds le fil de ce que je voulais dire, mais ça a son importance parce que moi, je pense que, enfin, moi, mon parti, je vais finir comme ça, mais mon parti, finalement, ce qui a été compliqué, c'est que moi, j'ai choisi de ne pas rentrer dans ce monde-là parce que je trouvais qu'il n'y a rien, enfin, comment dire, que à côté, c'était comme s'il n'y avait plus d'alternative. Et donc, du coup, même si je trouve que c'est passionnant, les arts numériques, ce n'est pas ma compétence et je trouvais ça tout à coup très bizarre que tout le monde dise « Ah, mais en fait, tout le monde peut se lancer sur l'écran ». Or, ce n'est pas tout à fait le cas, en fait. Et du coup, ce qu'on voit aujourd'hui dans le fait que cette crise s'installe et le fait que rien ne s'invente véritablement dans les lieux, montre bien qu'il y a quand même, en tout cas, je vais parler pour moi et aussi dans le contexte belge francophone dans lequel j'évolue, qui est différent du contexte belge flamand. Il y a une espèce de grand écrémage, une grande polarisation qui a lieu en ce moment de ceux qui vont s'en sortir plus ou moins et vont devenir des espèces de VIP du théâtre, et puis tout un tas de gens qui vont disparaître, et tout ça se fait un peu sans qu'on en parle, en fait. Tout ça a lieu, en fait, d'une certaine manière. Et je ne sais pas si... Enfin, je pense qu'en tout cas, on ne peut pas mettre sur le même plan l'expérience numérique et puis l'expérience collective dans un lieu, espace qui s'appellerait théâtre ou autre chose. Ce sont quand même deux choses différentes et qu'il faudrait que le politique, en tout cas chez nous, puisse reconnaître que ce sont deux choses différentes et qu'on ne peut pas dire à un artiste d'art vivant, voilà, on va maintenant te financer pour que tu passes sur l'outil numérique. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, ce n'est pas quelque chose qui va me convaincre. Voilà. Florence, merci beaucoup de nous avoir indiqué ainsi les tensions qui existent aujourd'hui dans le secteur des arts vivants et effectivement autant les artistes qui, comment dire, cette suppression du théâtre, comment il s'appelle, Jean-Marie Ordet, qui est le directeur du théâtre de la Bastille, qui avait des positions assez proches de ce que tu dis, en disant que voilà, interdire les théâtres, c'est amputer notre commune appartenance au monde, dit-il dans un article qu'il a écrit pour AOC tout récemment. Je veux juste faire une toute petite remarque ça parce que en disant ce que je dis là, je veux bien souligner que par exemple quand on parle d'un projet comme celui de Marion que j'ai pas vu, mais ce que je trouve très intéressant, c'est comment ce projet-là ramène des gens aussi au théâtre et question, enfin cette confrontation en fait. Et je pense que moi je suis pas du tout dans un discours qui dirait qu'il faut pas faire d'art numérique et que l'art numérique n'a rien à faire au théâtre. Je pense que ça n'a pas de sens de parler comme ça. En revanche, je pense qu'on ne peut pas juste passer d'un endroit à l'autre sans se poser la question de comment ça fonctionne et surtout au détriment total d'une expérience qui doit nécessairement se réinventer par rapport aux nouveaux paradigmes dans lesquels on est. On va donner la parole juste pour finir et puis pour clore donc à Marion Sieffert, justement sur le fait que comment dire, votre démarche n'était pas liée qu'on n'ait pas une réaction aux injonctions, pas du tout aux injonctions des pouvoirs publics de se tourner vers le numérique, mais plutôt liée à la présence même des réseaux sociaux et du numérique dans la vie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans la vie des personnages que vous souhaitez mettre en scène. Est-ce que vous voulez ajouter un mot, Marion Sieffert, à propos du confinement? Et puis moi, je redonnerai la parole. Simplement dire que Florence a vraiment très bien décrit ce qui s'est passé, en fait, et comment, et puis j'ai pas grand-chose à ajouter parce que j'ai ressenti exactement les mêmes choses en France. À des petits détails près, si ce n'est que je crois qu'on n'a pas une aussi grosse pression à réaliser des captations en ce moment
En tout cas, moi, sur mes autres spectacles qui ne sont pas du tout numériques, etc., je ne reçois pas d'injonction de ce type-là, parce qu'il y a très peu de théâtres en fait, qui ont envie d'aller là-dedans quand même en France. Mais pour moi, ce que je décrirais en France, c'est qu'il y a une sorte quand même de passivité très grande en fait, des lieux et des institutions, dans le sens où, voilà, de toute façon, eux, ils ne sont pas encore, je pense, sous pression financière. Je dis encore parce que je pense que ça va arriver. C'est-à-dire que là, ils reçoivent des subventions et même des subventions complémentaires pour compenser la fermeture, en fait. Donc, en fait, c'est comme si, d'une certaine façon, l'État achetait leur silence, leur passivité et le fait qu'on ne puisse plus, en fait, être ouvert et rencontrer vraiment le public. Et ça pose des problèmes énormes. En France, en tout cas, en ce moment, on a le droit de répéter. Du coup, des représentations professionnelles sont autorisées. Et donc, en fait, on se retrouve à jouer nos pièces devant 30 pros, donc c'est-à-dire devant un public de gens qui travaillent. Et c'est comme une caricature, en fait, c'est cette crise, de toute façon, elle révèle les tendances, enfin, ce qui était un peu gommé avant, mais là, cette crise, elle révèle qu'est-ce que c'est que le milieu du théâtre subventionné en France. C'est qu'il y a un entre-soi très fort, très problématique. Et là, on n'est que là-dedans, donc on se sent, enfin moi personnellement, je me sens asphyxiée. On n'a pas de, enfin voilà, on voit bien qu'on est marginalisé. Et ce que dit Florence, que oui, il va y avoir des gros stars qui vont s'en sortir, et le reste, tout ce qui fait le tissu et le fait que c'est un art qui est vivant encore et qui se pratique, et qu'il y a du théâtre dans des villages, dans des banlieues, partout, en fait, à des toutes petites échelles, ça, c'est ça qui est en train de disparaître, qui est en train d'être attaqué et dont personne ne parle. Donc oui, c'est vraiment ça enfin voilà, après nous en France, on a essayé avec d'autres artistes de ma génération de se fédérer, de faire des actions, on a appelé au lieu à ouvrir après le 15 décembre une journée pour protester contre voilà, le fait que finalement le gouvernement avait décidé de laisser tous les lieux de culture fermés, alors que les magasins, eux, avaient le droit d'ouvrir pour la période de Noël. Et c'est vrai qu'il y a très peu de théâtres qui ont répondu en fait, à notre proposition d'ouvrir. Il y en a très peu qui ont accepté de prendre ce tout petit risque de désobéir, de faire un acte de désobéissance civile pendant une journée, ce qui était quand même vital pour un nombre incalculable de spectacles, d'artistes, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu un... Enfin voilà, c'est là, c'est clair. Et enfin voilà, ce que j'ajouterais, moi, c'est que ce qu'on sent, en tout cas, suite aux déclarations de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, etc., c'est qu'il y a une sorte d'idéologie là qui est en train de... Enfin, j'appelle ça idéologie parce qu'on nous raconte que les gens ont envie du numérique. Les gens maintenant ont envie du numérique et pas du théâtre, comme si ben non, c'est qu'ils n'ont pas d'autre choix en fait. Donc comme si aujourd'hui les gens avaient envie de la nourriture à emporter, de Uber Eats, c'est pas d'aller au restaurant. C'est pareil, c'est la même connerie en fait, c'est la même absurdité. Et c'est vrai que je trouve que moi, ce qui est un peu triste, c'est qu'on n'arrive pas à se fédérer avec tous les lieux qui sont... on est nombreux et nombreuses parce qu'il y a des querelles de chapelle, des trucs d'esthétique, des uns qui se font supérieurs aux autres ou je sais pas quoi. Mais en fait, voilà, on est nombreux, salles de concert, restaurants, bars, clubs, discothèques, etc., à pâtir. Et c'est tous ces lieux-là, en fait, qui font qu'on existe, en fait. Moi, je considère que si j'ai des gens qui viennent voir mes spectacles, c'est parce qu'il y a aussi des salles de concert, il y a aussi des restaurants, il y a des bars, il y a des clubs, il y a toute cette vie-là aussi qui me nourrit, en fait, et qui nourrit... et qui nourrit en fait les gens qui pratiquent ces lieux-là. Et c'est hyper important de défendre ces endroits de pratique. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et c'est vrai que c'est hyper difficile, je trouve. Enfin, moi, pareil, comme Florence, j'ai eu cette chance de pouvoir profiter de cette fenêtre pour créer Jeanne d'Arc en septembre-octobre, où voilà, nous aussi, notre spectacle, il n'avait pas lieu uniquement, enfin, il n'avait pas lieu uniquement sur les réseaux, il tient parce qu'il y a cette confrontation, il y a ces deux endroits, il y a cette tension. C'est ça qu'on défend. Merci beaucoup. Je suis désolée, je dois vous interrompre parce je veux juste terminer. Ouais. J'ai une phrase
c'est ça qu'on défend, mais mince, bon, du coup, pas grave, j'ai oublié. Pardon, je suis vraiment désolé de vous Pas couper, grave. d'autant plus que toutes les deux, vous avez vraiment défendu un point de vue politique qui est essentiel sur l'abandon actuel du secteur du spectacle vivant et plus généralement sur le délaissement de ce que vous avez appelé, Marion, des lieux de pratique. Et en même temps, c'était intéressant d'entendre votre différence d'expérience avec, d'un côté, une création qui prend pour point de départ une réflexion sur le numérique, une réflexion sur les différents régimes de présence, et de l'autre côté, dans ce contexte, la volonté plutôt de résister à l'injonction au numérique et la volonté de ne pas être, on pourrait presque dire, captif de la captation. Alors maintenant, on va enchaîner avec un autre point de vue qui est celui d'Alexandra Samer, qui est professeure en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 8 et au CEMTI, et qui est aussi autrice en littérature numérique et qui va nous présenter une intervention intitulée « Des nouvelles de la colonie, les corps confinés ». Ouais, c'est très difficile de passer après vous, Florence, Marion, parce que je vais vous amener dans un lieu où la question est tranchée, parce que nous serons définitivement confinés. Nouvelle de la colonie est un récit collaboratif qui a été scénarisé et performé sur Facebook. Les contributions ont été réunies sur une page éponyme et également postées au fil de l'eau par les profils participants. Les auteurs de ces profils, pour la plupart, ne se sont pas rencontrés en dehors de la plateforme durant les 8 mois d'écriture. Certains traits rapprochent les nouvelles de la colonie du jeu de rôle sur table. Cependant, ce ne sont pas des personnes physiques qui se sont réunies autour de la trame narrative de la colonie, mais des profils. Les auteurs alimentaient ces profils par des actions physiques d'écriture et d'illustration, mais les profils eux-mêmes vivaient sur la plateforme une identité dont les ficelles pouvaient seulement être maîtrisées en partie être maîtrisées par les auteurs. D'une part, comme le récit a été ouvert à la participation, les auteurs de ces profils et les lecteurs pouvaient à tout moment intervenir dans le récit avec des suggestions et des commentaires ou contester en direct le point de vue sur un événement relaté, comme c'est le cas dans cet extrait que vous voyez affiché, que j'ai juste scindé en deux pour des questions de mise en forme. Autre part, c'est la plateforme elle-même qui réorganisait le montage du récit, comme vous le voyez ici. C'est-à-dire que les posts des profils de fiction se trouvaient mixés à tous les autres posts partagés par des amis et par les partenaires commerciaux de Facebook. Le design éditorial de la plateforme, ces algorithmes d'hierarchisation, structurent ce fil d'actualité en fonction d'enjeux politiques et marchands. Il encode une vision du monde que Louise Merzot a qualifiée d'anti-mémoire. Et cette domination de dispositifs plateformes sur le récit et sur les identités qui s'y racontent était précisément le thème des nouvelles de la colonie. Un roman d'anticipation qui projette auteurs et lecteurs dans un futur proche où toute vie sociale a basculé vers une plateforme unique. Certes, le monde du dehors existe encore. Il est peuplé d'humains appelés intouchables qui extraient les matières premières nécessaires au fonctionnement technique de la plateforme. Mais il est interdit aux fonctionnaires coloniaux de prendre contact avec eux. En fait, chez les fonctionnaires de la colonie, tout le bas du corps est devenu hors d'usage. La marche même est désormais proscrite. Un sac de jambes austère doit être enfilé dès que le fonctionnaire se montre à l'écran de téléconférence. Autant dire, à part la nuit, le port de ce sac est devenu permanent, car la journée du fonctionnaire se déroule exclusivement à l'écran. Le buste, en revanche, doit être individualisé avec le plus grand soin. Et les fonctionnaires s'accommodent de ces contraintes parce que l'omniprésence des outils numériques, à la fois dispositifs de télétravail et de détente, de gouvernance, de rencontres et de jeux, a tué toute révolte dans l'œuf. Nouvelle de la colonie est aussi un roman campus.
au milieu de la colonie, s'élève une tour qui est symbole de ce qui reste d'une université à l'ère de la plateforme unique. Pendant la durée du projet, qui, je le précise, a eu lieu entre 2017 et 2018, donc avant la crise Covid, les fonctionnaires se sont disputés la direction de cette tour, tout en sachant qu'elle allait être remplacée par un centre de programmation neurolinguistique des masses. La lutte absurde pour la gouvernance d'une tour obsolète a donné lieu à des intrigues qui ont occupé l'esprit et le temps des fonctionnaires et ont détourné leur énergie d'une résistance contre le dispositif lui-même. L'instance de gouvernance de la plateforme coloniale a été appelée l'oreille. Dès que les usagers se connectent, l'oreille s'adressait à eux pour recueillir leurs confessions, avec la phrase « Que voulez-vous dire ?» Vous l'aurez compris que l'oreille est bien sûr le porte-voix d'un sémio-capitalisme que nous expérimentons déjà sur les réseaux sociaux comme Facebook. Je vais essayer pendant quelques minutes de circonscrire le statut ambigu de ce jeu de rôle récit où les profils participants ont été littéralement captifs de leur table, la plateforme Facebook, et ont performé cette captivité au fil de la narration comme de fidèles exécutants. J'analyserai les nouvelles de la colonie suivant mon point de vue de co-auteur et maître du jeu, incarné par le profil Anna-Maria Wegekreuz. En fait, je considère le profil de fiction comme un genre littéraire à part entière, qui a émergé dès le Minitel, mais s'est popularisé sur les plateformes sociales. Comme l'explique le narratologue Raphaël Baroni, lorsque nous sommes immergés dans la lecture d'un roman papier, nous sommes à la fois impliqués dans le monde raconté et exclus, évidemment, de ce dernier. Mais sur une plateforme sociale, le monde raconté par le profil de fiction fait intrusion dans un monde qui est composé de traces de réel diffractées, au plus près ou au plus loin des identités déclarées. Les lecteurs peuvent par ailleurs s'adresser directement au profil de fiction et espérer recevoir une réponse en retour. Dès le premier post des Nouvelles de la colonie, des amis du profil de fiction Anna-Maria Wegekreuz se sont ainsi glissés dans le décor du monde raconté de façon temporaire. Certains ont commencé ensuite à participer de façon plus régulière, puis sont allés parfois jusqu'à se créer un profil de fiction à part entière. Ivan Arcelov, profil dont l'auteur est parmi nous aujourd'hui, s'est coulé dans la peau d'un usager apprenti, désireux de comprendre les rouages de ce panoptique colonial. Olga Limitrova a d'abord été introduite dans un post d'Anna-Maria Wegekreuz, et puis une usagère s'en est emparée pour créer un profil de fiction à part entière. L'auteur du profil Pavel Karandash a réalisé toutes les illustrations des Nouvelles de la colonie. B40 est une relation d'Anna-Maria Wegekreuz rencontrée sur la plateforme et son auteur n'a jamais dévoilé son identité civile, même pas à la maître de jeu que je suis. Alors, comment circonscrire à partir de ces exemples plus précisément maintenant les contours du genre littéraire profil de fiction? En fait, un profil de fiction se raconte d'une part dans les posts qu'il publie et partage sur son mur personnel. Et d'autre part, le profil de fiction est littéralement raconté par la plateforme sur une deuxième page écran appelée fil d'actualité et qui est organisée et hiérarchisée selon des logiques affinitaires et des enjeux marchands. Ce fil d'actualité accueille non seulement les posts personnels, mais aussi les publications partagées par d'autres, ainsi que des posts publicitaires insérés par Facebook. Alors, le genre littéraire profil de fiction s'écrit suivant deux stratégies. D'une part, l'auteur renseigne les cases et les onglets de la biographie du personnage, puis rédige des posts pour lui donner de la consistance. La ressemblance entre l'auteur et son personnage peut alors être plus ou moins fortuite, comme c'est le cas pour toute identité numérique déclarée. Mais d'autre part, et c'est ça la spécificité de ce genre, l'auteur façonne son personnage à travers les likes, les commentaires,
les partages d'articles, les demandes en amitié, ou même grâce à chaque arrêt prolongé sur des textes ou des images publiés par d'autres. Car chacun de ces comportements est enregistré par la plateforme et influe sur la composition du fil d'actualité. Les posts publicitaires, par exemple, sont calculés en fonction de ce que Facebook appréhende des caractéristiques du profil. Le goût d'Anna-Maria Wegenkreuz pour une marque de vêtements, par exemple, est déterminé par ce que Facebook à partir des caractéristiques socio-économiques déclarées, mais aussi sur la base des arrêts, même bref, du profil sur des annonces qui existent déjà. Les publicités font donc partie du profil de fiction, car elles reflètent des parcelles de son identité. Et l'auteur d'un profil de fiction essaye de saisir les logiques de fonctionnement de la plateforme par la pratique intensive de celle-ci. Et au fil du temps, les contrôle en partie, même si l'entreprise communique très peu sur le degré de personnalisation du profilage de chaque usager. Comme j'ai infiltré la plateforme avec différents profils de fiction, je peux affirmer par exemple que Facebook recommande la lecture du journal Le Monde plutôt à des profils masculins, alors que mes hétéronymes féminins sont censés se passionner pour Guillaume Musso. Je constate de même qu'aucun de mes hétéronymes féminins n'a eu droit à des propositions de rencontres libertines, alors que mes hétéronymes masculins, oui. À partir du moment où je connais les stéréotypes de genre encodés dans les algorithmes de la plateforme, je peux mettre ces algorithmes au profit du tissage de ma fiction. Néanmoins, je ne connaîtrai jamais tous les paramètres de l'hétéroportrait que la plateforme façonne de mon profil. Quand j'ai dit en introduction que les personnages des Nouvelles de la Colonie sont captifs de la plateforme, je pensais à cette dimension immaîtrisable de l'identité calculée, qui, comme Louise Merzeau l'a exprimé, suit l'usager comme une ombre. Les cadres, les formulaires, les menus et les cases à cocher, mais aussi les algorithmes qui calculent la hiérarchisation des posts sur les fils d'actualité, encodent une idéologie du texte et de la communication, comme l'a exprimé Yves Jeanneret. Idéologie qui marque toute contribution à Facebook du sceau d'une vision du monde que nous avons dans le récit circonscrit par l'adjectif colonial. Les fonctionnaires, qui sont à la fois prisonniers et tortionnaires eux-mêmes, se sont livrés sur la plateforme coloniale une lutte féroce pour la visibilité. Ils ont passé leur temps à s'évaluer, à évaluer les autres, à élaborer des stratagèmes pour satisfaire aux critères qui déterminent leur indice de popularité. Cette évaluation constante structure l'identité des usagers de Facebook et détermine le récit que le dispositif en produit. Dans Nouvelles de la Colonie, les profils de fiction ont raconté comment une plateforme hégémonique organise leur vie de petite roue du système. Et les auteurs et lecteurs ont éprouvé par le faire, en écrivant et en lisant sur Facebook comment la plateforme asservit tout récit de vie et en atomise le sens. Alors bien évidemment, l'investissement émotionnel et temporel fort des fonctionnaires qui ont passé des centaines d'heures sur Facebook pour écrire, pour commenter et pour se concerter, a profité à la structure économique de la plateforme. Et néanmoins, l'expérience de faire exister un hétéronyme dans un monde partagé par d'autres et de l'éprouver au fil de l'actualité quotidienne a été très hautement grisante. En fait, le fil d'actualité de la plateforme restructurait la mémoire des fonctionnaires de façon impitoyable et leur demandait une disponibilité constante pour rester visibles. Les micro-tâches quotidiennes, écrire un post, répondre aux commentaires, commenter les posts des autres, participer aussi aux discussions parallèles dans Messenger, composaient un emploi de temps serré, créaient une proximité à la fois réelle et factice. Et néanmoins, les auteurs de la colonie continuent jusqu'à aujourd'hui à entretenir leur profil de fiction un peu à la façon de Scheherazade. Alors, écrire un récit sur Facebook, c'est expérimenter dans la chair du texte l'intrusion
explicites d'énonciateurs économiques au sein de nos pratiques d'écriture quotidienne, comme l'expriment Emmanuel Souchier, Étienne Candel, Gustavo Gomez-Mejia et Valérie Jeanne Perrier. Et écrire un récit sur Facebook, c'est aussi expérimenter une fiction en devenir, qui est transformée de façon à la fois effrayante et savoureuse par son milieu. Les fonctionnaires de la colonie ont joué leur rôle dans une plateforme qui racontait en fait sa propre saga. Les posts d'Ivan Arcelov et d'Anna-Marie Wegekrotz, notamment, relatent l'expérience en acte d'une colonisation de l'écriture même par le dispositif. Les profils sont des émanations de la plateforme et ils n'ont pas d'existence en dehors. Et néanmoins, ils rêvent d'évasion, comme tout être confiné. Et comme ils sont des êtres de texte, leur tentative de résistance passe par l'écrit. Et ces tentatives empruntent par exemple au cryptolangage qu'utilisent les cybermilitants sur les réseaux sociaux pour déjouer la surveillance automatisée. Et ainsi, comme vous le voyez dans ce post, Anna-Marie Wegekrotz utilise par exemple l'écriture en miroir ou l'inversion des lettres ou des signes de ponctuation décalés ou des glitches pour tromper la surveillance de l'oreille. Et si certaines de ces tactiques de brouillage peuvent effectivement rendre le texte temporairement inexploitable pour la machine, elles attirent cependant aussi son attention. L'usage systématique d'un cryptolangage apprend en fait à la plateforme comment décoder celui-ci. Et c'est tout le paradoxe. Et c'est pour ça que dans Nouvelles de la colonie, la critique de la plateforme devait rester, j'arrive à la fin, devait rester immanente. Elle a contraint chaque fonctionnaire à habiter sa propre complicité, comme le formulent Erin Manning et Brian Massoumi. Et pour faire tourner cette complicité, au sens où le lait tournerait, vous voyez, il faudrait peut-être faire sortir les personnages de la plateforme, les confronter à ce que Alain Damasio appelle la zone du dehors. Le livre, par exemple, pourrait leur donner refuge. Et suivant cette intuition, nous préparons actuellement avec l'éditeur Publinet la version papier de la colonie. L'éditeur nous a cependant demandé d'apporter au récit extrait de Facebook une modification fondamentale. Et c'est le rajout d'un personnage narrateur. Et ça, pour nous, ça a été extrêmement révélateur, parce que cette demande confirme le fait que l'architecte de la plateforme Facebook n'était pas qu'un paratexte des Nouvelles de la colonie, mais en fait son moteur, son principal auteur, qu'il faut maintenant, dans la version papier, incarner autrement. Voilà, j'ai terminé. Pile 15 minutes. Merci beaucoup, Alexandra. Merci pour cette ligne de fuite, en fait, pour cette tactique très concrète de détournement des contraintes des plateformes ou de ce que tu as appelé la colonie, voilà, en référence à cette plateforme monstrueuse qui apparaît dans cette création littéraire, cette idée comme tactique, cette idée de mettre les algorithmes, tu disais, au profit de la fiction, voilà, qui est vraiment passionnant. On va maintenant passer à la dernière intervention pour essayer de se laisser un peu de temps pour le débat. Dernière intervention qui est intitulée « Médiation et mise en exposition du déconfinement ». Retour sur un projet pédagogique participatif, MUSEM, Université d'Avignon, et communication qui est présenté par Sébastien Piotti, qui est docteur en sciences de l'information et de la communication et membre du CEMTI. Merci Maxime et merci également à Sophie et Fardine pour l'organisation de ces journées d'études. Je vais partager mon écran et ensuite, sans transition, je vais commencer. Alors, une question qui a déjà été évoquée un petit peu depuis ce matin, c'est quelles formes artistiques et culturelles peuvent être imaginées pour rendre compte de la reconfiguration de nos gestes, pratiques et émotions, parce que nous vivons depuis un an maintenant, ça a été dit tout à l'heure,
par une succession également de moments différents hein, et de temporalités, de ressentis différents liés au confinement et à la crise sanitaire. Alors, ces initiatives numériques, elles ont été nombreuses, hein, notamment pendant le premier confinement. Hein. Je vous donne ici quelques exemples rapides hein, qui questionnent et mettent en scène la crise sanitaire et le confinement et qui ont aussi beaucoup joué sur la stimulation des pratiques culturelles à distance. Alors, les orchestres à distance, comme celui du Lockdown Orchestra ou de l'Orchestre national de France. Également, un certain nombre de pratiques photographiques et de mise en scène, comme la série que je vous montre. D'autres éléments également sur les plateformes, comme le Covid Art Museum sur Instagram ou la plateforme Culture chez nous, lancée par le ministère de la Culture et rassemblant l'ensemble des initiatives culturelles appelées de culture à distance. Une initiative d'ailleurs d'importance, puisqu'en fait, à l'entrée du ministère de la Culture, comme vous pouvez le voir sur la droite, il y a un écran en fait qui présente cette plateforme, donc Culture chez vous. Alors, ça a été dit tout à l'heure, hein, et j'ai beaucoup du coup apprécié en fait la référence à l'injonction, c'est que cette période que l'on vit en fait, elle est contradictoire et ambivalente par bien des aspects, hein, notamment du fait de la célébration, hein, voire l'injonction de formes culturelles et de création individuelle, hein, vraiment à l'activité, hein, notamment pendant le premier confinement de printemps. Surtout ne pas laisser les corps confinés, comme c'est dit tout à l'heure, dans l'inactivité ou dans un état larvaire, hein, donc que ce soit par l'activité sportive, culinaire, éducative, culturelle, artistique, hein, voilà, par l'écriture hein, de journaux de confinement, hein, voilà, comme Leila Slimani, ce n'est pas ce que je présenterai aujourd'hui. Et j'ai également une injonction à la création, au numérique et à la participation. Alors, la communication que je vous propose aujourd'hui, en fait, s'inscrit dans cette ambivalence, en fait, par rapport aux injonctions, et également à ce que peut, ou à ce que pourrait, en tout cas, le spectacle vivant, dans on va dire, à court et à moyen terme, en tant que médiation artistique de la crise sanitaire. Alors pour cela, je situe en fait mes approches hein, très globalement à la croisée de la sociosémiotique, de la muséologie et de l'anthropologie de la communication, avec un intérêt de plus en plus marqué pour des questions relatives à la participation. Alors dans ma thèse, ça a été autour des pratiques photographiques du public et de leur éventuel partage sur des plateformes. Ça se concrétise également par une enquête en cours en partenariat avec le Festival d'Avignon autour de la participation dite amateur d'habitants de la métropole avignonnaise par un dispositif qui s'appelle le feuilleton théâtral, et également par un intérêt dans mes pratiques pédagogiques et de pédagogie critique autour de pratiques dites participatives. Alors, je vais vous présenter très rapidement les enjeux de participation pour les deux partenaires de ce projet que j'ai coordonné donc avec la direction de la recherche du MUCEM, et ensuite je vous présenterai quelques résultats donc, de cette enquête exploratoire menée autour du spectacle vivant. Alors, le MUCEM a été créé en 2013 à l'occasion de la Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture. C'est un musée de société dont la volonté a été de l'ancrer sur le territoire euro-méditerranéen, donc les deux rives de la Méditerranée. Également, un élément d'importance, c'est un lieu multidisciplinaire, d'où le fait que j'en parle aujourd'hui dans une journée d'études consacrée au théâtre, qui est composé d'espaces d'exposition, qui organise également des conférences, des concerts, des festivals, et qui comprend également un centre de conservation et de recherche. Historiquement, la recherche au MUCEM s'appuie depuis, on va dire, un certain nombre d'années sur la participation des enquêtés à la recherche. Alors, ça s'explique par deux manières. C'est que le MUCEM, en fait, est l'héritier dans son fonctionnement hein, de l'apport des écomusées, des musées de société, en fait, et de la participation de la conception de la participation en son sein, et également par la tradition également de l'enquête-collecte hein, sur des sujets précis et qui ont vocation à la fois à enrichir les collections du musée et à renseigner en fait l'objet de recherche enquêtée. Hein, donc il y a eu plusieurs enquêtes-collectes qui ont été menées, le SIDA depuis le début des années 2000, le street art, des enquêtes-collectes aussi sur les supporters de foot en Europe et plus récemment sur la crise sanitaire. Alors, comme vous pouvez le voir sur cette capture d'écran, le MUCEM a mené au printemps 2020 une collecte intitulée « Vivre au temps du confinement », proposée donc
proposé donc à ces publics. Il s'agit d'un appel à participation pour collecter les traces de ce moment inédit. Je vous ai mis ici quelques verbatim en fait de la manière dont ça a été présenté au printemps dernier, et pour lequel 540 contributions ont été proposées par 9 pays, accompagnées de témoignages demandés par le musée par mail. Certaines contributions, et c'est important de le souligner, entreront prochainement, soit dans les collections nationales donc, du musée, soit dans les archives, donc au centre de conservation et de ressources. Alors, le projet pédagogique, en fait, il s'inscrit mené avec le master culture et communication de l'Université d'Avignon. Il s'inscrit en fait dans un questionnement institutionnel plus large, qui n'est pas propre d'ailleurs au MUCEM, de que faire, grosso modo, de ces objets qui ont été récoltés en lien avec le confinement. Donc, pour cela, plusieurs services en fait au MUCEM s'intéressent à ces objets. Il peut y avoir la recherche, la conservation, le développement des publics, également la programmation culturelle et la conception d'expositions. Et l'interrogation institutionnelle, elle est large, puisqu'elle concerne à la fois des enjeux de conservation, de diffusion par les expositions, de médiation et de programmation culturelle. Et c'est ici que le spectacle vivant va prendre sa place. Ce projet, en fait, s'est décliné en deux grands volets. Je déclinerai qu'un seul des deux aujourd'hui, à savoir la simulation de projet et également une collecte photographique qui a été menée par les étudiants du master. Alors, très rapidement, puisqu'il ne s'agit pas du cœur de la communication, effectivement, les étudiants ont mis en place un site web open source qui a permis de contribuer et de consulter de façon géolocalisée les photographies de leur propre collecte, qui a été menée pendant le deuxième confinement, donc à l'automne dernier. Je vous montre ici une capture d'écran de ce site web qui est encore en ligne et qui permet de consulter donc les contributions photographiques récoltées par les étudiants, site que j'ai mis en place grâce à leur aide. Alors, je passe tout de suite à l'enquête exploratoire en elle-même, le spectacle vivant comme médiation possible ou pas, on verra, de la crise sanitaire. Alors, pour cela, je me suis basé en fait sur des projets par groupe qui ont été menés par les étudiants en collaboration avec différents services du MUCEM. Et parmi ces 8 projets de groupe, 3 en fait contiennent au moins partiellement, voire totalement, des propositions, des propositions du coup, dont vous aurez compris le caractère, on va dire, de simulation, parce que c'est ce que pourrait faire le MUCEM dans les années à venir autour du confinement. Premièrement, donc un festival multidisciplinaire que je vous présenterai, une performance et enfin une exposition en ligne qui contient des éléments, des contenus en rapport avec la crise sanitaire et le spectacle vivant. Alors, premier de ces 3 éléments, un festival multidisciplinaire qui s'appuie largement sur le spectacle vivant par différentes initiatives que je vous montre ici avec les slides proposés par les étudiants au MUCEM lors de la restitution orale en janvier dernier. Un concert dansé, par exemple, qui est donc une performance qui se base à la fois sur l'École nationale de danse de Marseille et le conservatoire de Marseille. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est sur quoi en tout cas, je me concentrerai un peu plus tard, une expérience de théâtre forum où du coup les étudiants ont souhaité en fait explorer cette forme et impliquer le spectateur dans le déroulement de l'événement et la possibilité pour ce spectateur d'intervenir à tout moment en fait dans les scènes d'improvisation théâtralisées qui mettraient en scène en fait différentes situations vécues, représentées ou imaginées du confinement. Deuxièmement, une exposition en ligne donc proposée sur le site web du MUCEM et notamment qui propose 2 catégories en relation avec le spectacle vivant, une catégorie DIY, Do It Yourself, et une catégorie musique. Troisièmement, une performance proposée par un des groupes qui s'appelle De Main en Main autour des dimensions anthropologiques, artistiques, culturelles et rituelles du lavage de main. Alors, je cite ce groupe, il s'agit d'un geste ambivalent qui les a interrogés
je cite, de protection, mais également d'inquiétude permanente, de peur de porter la maladie sur nos doigts. De mains en main est une performance donc imaginée par les étudiants, de performance chorégraphique et menée en lien avec 3 institutions de 3 villes différentes, Athènes, Marseille et Tanger. Donc pour Tanger, le festival Araka, qui est un festival international de danse, et 2 écoles, donc l'École nationale de danse de Marseille et l'École de danse contemporaine d'Alger. Alors, ce qui va m'intéresser dans un dernier temps, en fait, c'est pas tant les projets en eux-mêmes, parce que vous aurez vu que je suis passé quand même assez vite sur ces derniers, mais je pourrais y revenir éventuellement dans la discussion, que les représentations sociales et valeurs attribuées au spectacle vivant par les étudiants eux-mêmes en tant que médiation possible de la crise sanitaire. Alors, pour cela, j'en ai listé du coup 5. La première, en fait, c'est l'influence du contexte de la conception. Et je le rappelle, donc c'est un cours qui a eu lieu au semestre dernier et qui s'est fait en fait pendant le 2e confinement. Donc, cet imaginaire que je qualifierais d'inquiet de la conception ressort très fortement dans la manière dont les projets ont été discutés, lors de débats interprétatifs que j'ai organisés avec les étudiants autour des projets présentés, et de la manière en fait dont ils pouvaient se représenter ce qu'ils ont fait avec le MUSEM. Alors le premier, c'est, comme je vous l'ai dit, l'imaginaire inquiet de la conception et la dimension également de catharsis, de la situation vécue, c'est notamment le dernier verbatim, comme un beau projet presque cathartique après l'année troublée que nous venons de passer. La deuxième, c'est l'importance de la participation en fait en lien avec le spectacle vivant. Alors pour moi, je l'ai analysé de 3 manières différentes. 2 arguments, les 2 derniers arguments ont été donnés avec les étudiants, par les étudiants. Le premier donc est issu de ma propre interprétation, à savoir que parmi les documents que je leur ai demandé de lire, il y a un pavé qui s'appelle le PSC, Projet culturel et scientifique du MUSEM, qui en fait, dans son ADN même, met une très forte place ou une emphase très forte sur la dimension participative et la relation, en tout cas, forte que ce musée de société devrait construire avec ses publics par le prisme de la participation culturelle. Les étudiants ont par ailleurs beaucoup investi en fait l'imaginaire de la démocratie culturelle dans le cadre de leurs projets que je vous ai présentés, que ce soit festival, performance ou exposition, notamment le besoin d'expressivité, de mise en avant du travail, de la légitimité de ce travail par la participation, ou par exemple l'importance de la génération de liens sociaux entre les habitants par des événements en lien avec le spectacle vivant. Il y a également une étudiante qui m'a donné comme exemple le théâtre du peuple de Potoscher, fin du 19e siècle, je vous ai mis cette citation du coup de Potoscher, avec l'influence en fait, l'importance de la participation des amateurs donc dans les propositions qui ont été faites. Le troisième élément qu'on remarque en fait, c'est une volonté dans ces projets de réinvestir et de se réapproprier l'espace public. Alors, il y a de nombreux imaginaires et de lieux qui ont été mobilisés, que ce soit le forum, l'agora, l'importance aussi du hors les murs pour certains projets, l'absence de 4e mur entre les spectateurs et la scène. Également beaucoup de projets qui ont été proposés en lien avec de la détournement des restrictions d'usage de l'espace public depuis le premier confinement. Et là, je vous ai mis ici un verbatim autour de la performance de mains en main, où on voit effectivement l'importance qu'ont accordé les étudiants au fait de se réapproprier l'espace public et des espaces publics qui suscitent du coup tension et inquiétude encore à l'heure actuelle. Quatrièmement, ça c'est plutôt en lien, je dirais, avec l'exposition virtuelle que je vous ai présentée, c'est que du coup les étudiants, et ça rejoint la thématique d'aujourd'hui, en tout cas ont mobilisé plutôt une grammaire de reconnaissance pour construire cette exposition en ligne, empruntée aux installations scénographiques numériques dites immersives et aux plateformes socio-numériques. Alors par exemple, pour l'exposition en ligne, elle ressemble très fortement à la fois dans ses codes graphiques et dans ses fonctionnalités, dans l'importance de la valeur chère du partage,
au design d'interface et aux fonctionnalités de la plateforme Instagram, ce qui a d'ailleurs été souligné par les collègues donc, du MUCEM et interrogé de façon critique, le fait de pourquoi une exposition en ligne devrait à tout prix reprendre les codes de plateforme socio-numériques. Cinquièmement, c'est la volonté, en fait, dans le cadre de ce projet, de mettre en dialogue les créations qui pourraient se faire par le spectacle vivant autour de la crise sanitaire avec un processus beaucoup plus large de patrimonialisation au long cours de cette crise sanitaire. Alors, effectivement, il y a, là je vous ai isolé les projets, mais souvent ils sont mis en dialogue avec d'autres dispositifs qui ont été imaginés par les étudiants, qui peuvent prendre la forme d'expositions autour de la crise sanitaire, d'installations, de conférences ou de colloques, et également l'importance dans ces propositions, notamment par de la scénographie numérique en arrière-fond pour certains spectacles, de la valorisation des archives et des collections du MUCEM en lien soit avec la collecte participative dont je vous ai parlé, Vivre au temps du confinement, et ou bien des collections du MUCEM. Alors, en conclusion, en fait, je ne vais pas forcément répéter ce que je viens de dire, mais je voulais juste souligner un point qui a été l'incertitude commune à la fois de la part des équipes du MUCEM, mais aussi des étudiants, à savoir à évaluer le comment médier en fait cette situation qui est à la fois passée, mais qui est encore vécue et de façon très douloureuse pour beaucoup d'entre nous. Alors pour ici, je vous ai mis deux verbatims, effectivement, sur les difficultés qui ont, en tout cas, d'imaginer ou de se projeter dans une situation où en fait la projection est en elle-même très compliquée. Et d'autre part, je vous ai mis en fait une thématique qui a été abordée par Cécile Dumoulin que je trouvais intéressante en guise d'ouverture, c'est que grosso modo, ce projet-là s'est basé sur les médiations potentielles, qu'elles soient artistiques, culturelles, scientifiques ou numériques, de la crise sanitaire. Et Cécile Dumoulin, qui est responsable du développement culturel et des publics au MUCEM, elle a plutôt souhaité engager la discussion sur potentiellement l'absence d'envie à court terme des publics pour une programmation culturelle autour du confinement et la crise sanitaire. Et en fait, cette absence d'envie est quelque chose qui a beaucoup travaillé les étudiants en fait, voilà, sur le ressenti personnel de la crise sanitaire. Et en tout cas, c'est quelque chose sur lequel j'avais envie d'ouvrir la discussion, puisqu'en fait, ça va directement en lien avec la question des injonctions qui a été évoquée tout à l'heure, l'injonction à la captation, par exemple, mais aussi peut-être, dans un futur proche, l'injonction à parler, en tout cas, de cette crise sanitaire, sans qu'il y ait forcément d'appétence du public pour en tout cas ce genre de production culturelle autour de la crise sanitaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je trouve que c'est très intéressant d'interroger cet intérêt qu'ont les institutions culturelles pour la patrimonialisation des expériences et pour la patrimonialisation, d'une certaine manière, des émotions. Enfin, ce que tu évoquais sur cette collecte autour de l'expérience du confinement, ça me rappelle un peu les initiatives qui ont été dans ce sens dans le sillage des attentats de 2015, avec notamment la mairie de Paris qui avait organisé une collecte assez similaire. Enfin voilà, donc c'est vraiment intéressant. Il nous reste peu de temps. Il nous reste 10 minutes pour pouvoir discuter avec les intervenants, leur poser des questions. Est-ce qu'il y a d'ores et déjà des questions qui émergent ? Je ne crois pas. Moi, j'avais une question entre la question et la remarque pour Marion Sieffert. Je trouvais vraiment très, très chouette en fait cette confrontation des deux types de publics que vous avez évoqués dans Jeanne d'Arc, entre d'un côté les spectateurs de théâtre, de l'autre les publics des réseaux sociaux. Et il me semble qu'il y a quelque chose de très intéressant là-dedans, c'est le miroir que ça renvoie aux spectateurs de théâtre qui sont ici renvoyés à l'image d'une certaine docilité en réalité par rapport à ces publics de réseaux sociaux que vous avez décrits comme
voilà, plus sauvage, je crois que c'est l'expression que vous avez employée. Là, ça renvoie les publics de théâtre à une certaine docilité, à des registres d'expression autorisés dans l'espace de la salle de théâtre qui sont très limités. Et voilà, donc il y a une manière, je trouve, dans ce dispositif de déjouer aussi certains partages entre l'activité et la passivité que d'habitude comment dire, on attribue d'habitude la passivité plutôt au public des réseaux sociaux et l'activité au public de théâtre. Mais je ne sais pas si vous êtes là. Non, vous n'êtes pas là. Alors, peut-être Sophie, Alexandra, Marion, je ne sais pas si vous êtes présente, Florence. En tout cas, Maxime, apparemment Marion est là, mais elle, voilà, elle est peut-être éloignée de son ordinateur, oui. Mais voilà. Ce que tu poses, c'est la question de cette fameuse participation, dont on peut dire aussi qu'elle fait partie de l'idéologie du numérique, comme je pense que tu peux être aussi d'accord avec ça. Donc, c'est vrai que cette question de la participation des publics, est-ce qu'on utilise... c'est aussi quelque chose qui était présent ce matin dans les propositions de Mathilde Gentil, c'est-à-dire est-ce que la participation... Alors, il est évident, c'est ce que nous a montré aussi le travail, enfin l'œuvre d'Alexandra Seimer et de son équipe, c'est que avoir des plateformes permet de canaliser la participation des publics. Ensuite, est-ce qu'elle est moins docile sur les plateformes numériques que dans les salles de théâtre? Ça dépend aussi voilà, ça dépend aussi. Il faudrait faire une étude un peu précise des interventions ou des interactions qui sont possibles avec les publics à distance. Voilà. Donc, le dispositif qu'a mis en place Alexandra Seimer avec son équipe, c'est tout à fait autre chose, puisque ce sont vraiment... voilà, ce n'est pas des publics qui interviennent, c'est une interaction entre auteurs, co-auteurs. C'est justement, moi, une des questions que j'avais par rapport à la création La Colonie, c'est quelle est la place des publics qui ne sont pas directement impliqués dans la création. Et je dirais même plus loin, comment dans la création, la figure du public est envisagée, jusqu'à quel point elle est pensée, conceptualisée au moment de l'écriture. En fait, je peux répondre à ça de façon très, très simple et factuelle, hein. Parce qu'en fait, ce dispositif a vraiment fonctionné au début comme un jeu de rôle ouvert où il s'agissait sur la plateforme de recruter des participants, c'est-à-dire de trouver des partenaires de jeu volontaires, hein. Et donc, c'est pas la colonie, c'est pas ma première tentative de lancer un tel dispositif fictionnel, hein, mais c'est le premier où ça a fonctionné jusqu'au bout. Et en fait, j'ai lancé juste un premier post et au début, c'était complètement ouvert, c'est-à-dire toutes les personnes avec qui j'étais en contact, à part ce profil de fiction, pouvaient en principe s'emparer de cette histoire, enfin de cette amorce et la tisser plus loin, participer au tissage. Donc, mais disons, petit à petit, le cercle s'est restreint. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que, comme dans n'importe quel jeu de rôle, hein, sur table, en fait, les participants tissent ensemble, créent leur propre univers au sein de la plateforme et avec des références partagées et des discussions parallèles sur Messenger, et donc du coup, et des négociations, et puis dans la fiction, des allusions à ces négociations, etc. Et donc qui, sans doute, au fil du projet, qui a quand même duré 8 mois, était peut-être dissuasif pour certains, concernant certains engagements possibles. N'empêche,
Et l'un des co-auteurs qui est présent là, hein, à l'écran peut en témoigner. En fait, on a eu évidemment des participations ponctuelles tout au long du projet, hein. Et ça c'est vrai aussi, hein. Donc seulement, voilà. Disons, coécrire une fiction comme Les Nouvelles de la Colonie demande aussi un engagement tel que ça en a découragé certains, voilà, qui étaient là au début du projet et puis voilà, qui vu l'ampleur que ça prenait, pouvaient pas suivre jusqu'au bout, hein. Mmh mh. Je crois que Florence voulait rebondir aussi. Oui, je voulais rebondir à ce que tu questionnais sur la notion de la docilité du spectateur et qu'est-ce que, voilà, évidemment, j'ai pas cette expérience-là, mais par contre, en tout cas, dans ce confinement, ce qui m'a, par rapport aux injonctions, par rapport aux captations, moi, ce qui me bloquait, c'était notamment le fait que justement, dans la captation, finalement, on est vraiment dans la consommation, en fait, du travail. C'est-à-dire qu'on stoppe, on avance, on arrête, enfin, et que, en fait, moi, ça me faisait penser à ces trottinettes de Google qui sont dans l'espace public, qu'on prend là où ça nous arrange et qu'on rejette dans l'espace public n'importe où, et que donc, il y a ces espèces de déchets comme ça dans l'espace, mais de nouveau, pour moi, ça amène à une consommation qui est extrêmement individuelle. Et en fait, je crois qu'on a le droit de défendre un projet de société qui n'est pas celui de la consommation. Et c'est vraiment ça aujourd'hui à quoi on fait face, nous, dans les arts vivants, c'est qu'on est en train de se prendre sans filtre. Enfin, le Covid a enlevé le filtre, en fait, de la bien-pensance autour de la culture, de l'importance soi-disant de la culture, du lien et tout ça. Et là, on est complètement défiltré. Et donc, après, ce que je trouve très intéressant dans le projet de Marion, c'est que justement, il y a une double dynamique en fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui est sur Instagram peut, à travers cette expérience, se dire mais tiens, j'ai peut-être ma place au théâtre. Et quelqu'un qui est au théâtre se dit tiens, c'est peut-être intéressant que j'aille voir ce qui se passe sur Instagram. Et là, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui dépasse pour moi enfin, bien davantage ce qui peut se passer sur la consommation d'une captation, comme si on ouvrait Netflix et on choisit par les petits carrés une image qui plus ou moins nous parle ou un titre. Ouais, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Alexandra. Cette réponse même et nous fait penser, je pense, je crois ou je le crains, à certains fonctionnements de ce capitalisme, c'est-à-dire la promesse justement adressée à tout le monde de devenir artiste, auteur. Oui, voilà, je passe d'Instagram au théâtre, je passe de Facebook au livre, hein. Et enfin, c'est aussi cette promesse, hein, et on oublie parfois de le dire, hein, mais qui fait aussi tourner les RSN, hein. Cette promesse de devenir artiste, hein, notamment Instagram, hein. Mmh. C'est tout le paradoxe. Et que ça marche, pour certains, que c'est vrai, en plus. Que réellement des carrières débutent sur les réseaux sociaux est un fait aussi. Oui, une promesse que nous puissions tous devenir artistes qui s'enchasse sans doute avec cette injonction à la participation dont nous parlait Sébastien. Sébastien, est-ce que tu veux rebondir là-dessus? Oui, bah, merci. Du coup, c'est effectivement quelque chose qui me parle hein, à plusieurs niveaux. La première, c'est que ça me fait penser, ça pourrait intéresser du coup certains et certaines participantes, le livre récent de Fred Turner, en fait, hein, sur l'usage de l'art par les plateformes socio-numériques. Donc, je crois que ça s'appelle l'usage de l'art, tout simplement. Art, technologie, management dans la Silicon Valley. Il me semble que cet ouvrage, en tout cas,
montre très bien justement les liens étroits qui existent entre plateforme et art. Du coup, voilà, parce que effectivement, ce sont des contenus hautement qualitatifs qui font à la fois tourner les plateformes et pour lesquels du coup les institutions culturelles, de façon très large, les musées, voilà, les centres d'art ou les théâtres sont largement consentants, parce que du coup, c'est articulé à leur stratégie de communication numérique et en même temps, ça sert, entre guillemets, la soupe aux plateformes par le temps d'attention qui est libéré du fait de la consommation de ces contenus. Donc voilà, c'est juste ce que ça m'inspirait. Et effectivement, en lien avec ce qui a été dit sur la captation, plus largement, en fait, alors moi, je l'ai vu peut-être de l'autre côté, c'est-à-dire du côté en fait d'étudiants qui en fait ont partiellement conscience effectivement de leur filtre interprétatif par rapport à cette consommation numérique et qui ont eu tendance, dans cet exercice de projection, d'imagination de projet, en fait, à se raccrocher à ce qui pouvait être reconnu comme étant participatif, innovant ou novateur. D'où le fait que j'insiste, par exemple, mais j'aurais dû vous montrer des captures d'écran plus précises, que l'exposition numérique qui a été choisie, elle reprend de A à Z les codes d'Instagram, en fait. Quand je dis la reprise des codes d'Instagram, c'est-à-dire les vidéos qui sont présentées, c'est des stories, une fonctionnalité partagée, il y a effectivement une présentation de la collecte par en fait un feed, comme ce qui a été montré par exemple par Alexandra sur les nouvelles de la colonie, et la possibilité aussi au public, en tout cas au public, à l'utilisateur de cette exposition numérique, de participer lui aussi et de devenir acteur de la plateforme et de la collecte, etc. Donc effectivement, il y a cette injonction-là à la participation et la manière dont elle est modelée par les plateformes. Elle infuse notamment chez nos étudiants, et donc c'est quelque chose qui m'interpelle et que je trouve intéressant à travailler justement dans un cadre pédagogique. Oui, Alexandra ? Et en même temps, le fantasme de la participativité, que ce soit au théâtre ou dans la littérature, ne date absolument pas des plateformes. Et tout le paradoxe ou toute la difficulté est là aussi, que ça a été aussi pensé par les avant-gardes, par exemple, du XXe siècle, comme une démarche anti-autoritaire, pour justement démystifier le statut d'auteur, pour démystifier le statut de la scène culturelle dominée, voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est si difficile aussi à vraiment critiquer, parce que, si j'ose dire, en principe, qui peut être contre la participation, sérieusement? Oui, c'est intéressant, c'est un peu le dilemme que pose Rancière dans Le Spectateur émancipé. Voilà, et effectivement, dilemme dont il est extrêmement difficile de sortir. Ouais. C'est ça. Merci beaucoup. Malheureusement, on doit s'arrêter alors qu'un débat passionnant s'ouvre à nous, mais on a déjà très largement dépassé le temps, donc j'espère que Fardine et Sophie nous en excuseront. Merci beaucoup à Florence, Alexandra, Sébastien, Marion pour ces échanges. Et voilà, Sophie, je te redonne la parole pour la suite de la journée.